Partie 1. Faire faire. Le désir de faire quelque chose. Spinoza nomme conatus l'effort par lequel chaque chose, autant qu'elle est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. La formule ne livre pas facilement la clé de son mystère. Et celui qui la découvre, pour la première fois, peine d'abord à se figurer ce en quoi peut bien consister la persévérance dans l'être. Le type d'action concrète qu'elle appelle, ou bien fait faire. Les manifestations observables auxquelles elle peut donner lieu. Tous les éléments pourtant seront donnés pour se la figurer plus simplement. En développer toute la portée et, en effet, la voir alors à l'œuvre, partout dans le monde. Chaque chose. Car le conatus est la force d'exister. Il est, pour ainsi dire, l'énergie fondamentale qui habite les corps et les met en mouvement. Le conatus, c'est le principe de la mobilisation des corps. Exister, c'est agir, c'est-à-dire déployer cette énergie. D'où cette énergie vient-elle? Il faut laisser la question aux commentaires ontologiques. Pour la solder à bon compte, moitié dans le vrai, moitié dans le discutable, et puisqu'il va s'agir de choses humaines, on pourrait dire l'énergie du conatus, c'est la vie. Et cette fois-ci, au plus près de Spinoza, c'est l'énergie du désir. Être, c'est être un être de désir. Exister, c'est désirer, et par conséquent s'activer. S'activer à la poursuite de ces objets de désir. Or, la connexion du désir, comme effectuation de l'effort en vue de la persévérance et de la mise en mouvement du corps, est synthétiquement exprimée par le terme même de conatus. Car le verbe conor, au sens le plus général de commencer, comme l'impetus, emprunté lui aussi à la physique de la Renaissance, le conatus désigne l'impulsion qui fait passer du repos au mouvement. Cette énergie fondamentale qui produit l'ébranlement du corps et initie sa mise en route à la poursuite d'un certain objet. C'est l'histoire des sociétés qui à la fois invente et délimite la variété des entreprises possibles, c'est-à-dire des objets de désir licite. Reste qu'en toute généralité, la liberté d'entreprendre, au sens du conatus, n'est pas autre chose que la liberté de désirer et de s'élancer à la poursuite de son désir. C'est pourquoi, sauf les restrictions qu'un corps social juge bon de mentionner, elle jouit d'une sorte d'évidence a priori. Constatant la licéité de la production des biens matériels, la déploration entrepreneuriale, cette fois-ci au sens spécifiquement capitalisme du terme, ne cesse de puiser dans ce fond pour contester que soit bridée la liberté d'entreprendre. J'ai un désir conforme à la division du travail et on m'empêche de le poursuivre, proteste l'entrepreneur qui, invoquant la liberté d'entreprendre, ne parle pas d'autre chose que des élans de son conatus. Et il est vrai que, rapporté à la constitution ontologique désirante et active de chaque être, et sous les réserves précédentes faites, cette liberté-là est irréfragable. Le désir de faire faire. Patronat et enrôlement. C'est la liberté d'embarquer d'autres puissances dans la poursuite de son désir, à soi, qui ne l'est pas a priori. Or, la profondeur de la division du travail se combine à l'ambition des hommes pour conduire, le plus souvent, à devoir poursuivre les désirs de production matérielle sur une base collective, donc, au sens strictement étymologique, collaborative. C'est ici que naît le rapport salarial. Le rapport salarial est l'ensemble des données structurelles, celles de la double séparation, et des codifications juridiques
qui rendent possible à certains individus d'en impliquer d'autres dans la réalisation de leur propre entreprise. Il est un rapport d'enrôlement. Faire entrer des puissances d'agir tierces dans la poursuite de son désir industriel à soi, voilà l'essence du rapport salarial. Or, en tant qu'elle est désir, l'entreprise en général, et l'entreprise productive capitaliste en particulier, ne se conçoivent légitimement qu'en première personne, et se doivent d'être assumées en première personne. En son fond, l'exclamation de l'entrepreneur se ramène à un « j'ai une envie de faire quelque chose ». Fort bien, qu'il le fasse, mais qu'il le fasse lui-même, s'il le peut. S'il ne le peut pas, le problème change du tout au tout, et la légitimité de son envie de faire ne s'étend pas à une envie de faire faire. Aussi, le développement ambitieux de l'entreprise, tel qu'il en appelle à des collaborations, pose-t-il à nouveau frais, entièrement, la question de leur forme. C'est le problème de la participation politique à l'organisation des processus productifs collectifs et de l'appropriation des produits de l'activité commune qui est posé ici. En d'autres termes, celui de la capture par le sujet du désir maître. Sous l'angle de la capture, il apparaît donc que l'enrôlement constitue la catégorie la plus générale dont le salariat n'est qu'un cas. On peut pourtant avoir envie de nommer le subsumant d'après l'un de ses subsumés, et appeler en toute généralité patronat le rapport sous lequel un désir maître mobilise au service de son entreprise les puissances d'agir des enrôlés. Le chef de guerre pour sa conduite, le croisé pour sa croisade, le souverain pour sa puissance souveraine, qui n'est pas la sienne mais celle de la multitude, le patron capitaliste pour son profit et ses rêves de réalisation industrielle. En un sens tout à fait général, donc, le patronat est un capturat, dont on peut voir des manifestations en bien d'autres domaines que l'exploitation capitaliste qui fait sa signification d'aujourd'hui. Le dirigeant d'ONG s'approprie à titre principal le produit de l'activité de ses activistes, le mandarin universitaire celui de ses assistants, l'artiste de ses aides, et ceci bien en dehors de l'entreprise capitaliste, à la poursuite d'objets qui n'ont rien à voir avec le profit monétaire. Tous n'en sont pas moins des patrons, déclinaisons spécifiques du patron général, capteur de l'effort, conatus, de leurs subordonnés enrôlés au service d'un désir maître. Intérêt, désir, mise en mouvement. La capture suppose de faire se mouvoir les corps au service de. La mobilisation est donc sa préoccupation constitutive. Car c'est finalement une affaire très étrange que des personnes acceptent ainsi de s'activer à la réalisation d'un désir qui n'est primitivement pas le leur. Et la seule force de l'habitude, celle de l'omniprésence des rapports patronaux sous lesquels nous vivons, peut faire perdre de vue l'immensité du travail social requis pour produire du se mouvoir pour autrui à aussi large échelle. L'identité formelle du rapport d'enrôlement, envisagée à un certain niveau d'abstraction, note rien de la spécificité du contenu et de structure de ces diverses déclinaisons. Le patronat capitaliste a ses méthodes bien à lui, qui ne sont pas les mêmes que le patronat croisé ou le patronat universitaire. Et sa méthode à lui, c'est d'abord l'argent. Mais la chose n'est-elle pas trivialement connue? Elle l'est sans doute, mais la banalité de l'expérience à laquelle elle renvoie ne lui ôte pas pour autant une once de sa profondeur. Et peut-être le patronat capitaliste, en dépit de ses particularités,
a-t-il la propriété de montrer mieux qu'aucun autre à quoi fonctionne le patronat tout court? Il fonctionne à l'intérêt, c'est-à-dire au désir. Car, on pourra ici paraphraser Spinoza, interesse sive appetitus. C'est le genre d'identité que tout le monde n'aime pas, ou plutôt, dont tout le monde n'aime pas les conséquences. Car, poser l'essence désirante de l'homme, il suit sous cette identité que ses comportements doivent être dits intéressés. Mais que reste-t-il de la chaleur des relations vraies et de la noblesse de sentiment? Demandent les amis du don désintéressé. Rien et tout. Rien si l'on tient à la maintenir mordicus, si on tient à maintenir mordicus l'idée d'un altruisme pur, mouvement hors de soi dans lequel le soi renoncerait à tout compte. Tout, pour peu qu'on puisse résister à la réduction qui ne comprend intérêt que sur le mode du calcul utilitariste. L'intérêt, c'est la prise de satisfaction, c'est-à-dire l'autre nom de l'objet du désir, dont il épouse l'infinie variété. Est-il seulement possible de nier qu'on soit intéressé à son désir? Et si c'est impossible, comment refuser alors le statut d'intérêt à tous les objets du désir qui échappent à l'ordre du seul désir économique? Comment nier qu'il y aille de l'intérêt dans la reconnaissance escomptée d'un don, dans l'attente de la réciprocité amoureuse, dans les démonstrations de munificence, dans l'encaissement des profits symboliques de grandeur ou de l'image charitable de soi, tout autant que dans la tenue d'un compte de pertes et profits, mais simplement sur d'autres modes que le calcul explicite. Il est vrai que c'est un autre désir, et particulièrement puissant, le désir de l'enchantement, qui ne cesse de pousser au déni de l'intérêt. Comme si les amis du désintéressement finissaient par être les victimes de la réduction utilitariste qu'ils y avaient pourtant pour projet de combattre. Auto-saisis de la tâche exaltante d'endiguer la montée des eaux glacées du calcul, ils ont voulu réserver à leur ennemi le nom d'intérêt au seul motif que la théorie économique et philosophique utilitariste le leur avait désigné, et ceci au double prix de valider cette désignation, donc d'en ratifier la réduction, et de renoncer par là même à l'étendue d'un concept dont rien ne justifiait d'abandonner les potentiels bien plus vastes. Quelles que soient les voies qu'il emprunte, ces voies passeraient-elles sans cesse par tous les autrui possibles et inimaginables? L'effort de la persévérance dans l'être comme désir n'est jamais poursuivi qu'en première personne. Aussi, le poursuivant doit-il nécessairement être dit intéressé, et ceci quand même son désir serait désir de donner, de secourir, de prêter attention ou d'offrir sa sollicitude. La généralité du désir accueille donc toute la variété des intérêts, depuis l'intérêt le plus ouvertement économique, expression historiquement construite de l'intérêt tel qu'il se réfléchit sous l'espèce du compte en unité monétaire, en passant par toutes les formes stratégisées ou plus ou moins avouées à soi-même de l'intérêt, et jusqu'aux formes les moins économiques, voire les plus anti-économiques, de l'intérêt moral, symbolique ou psychique. Or, les rapports sociaux du capitalisme puisent bien plus large dans cette gamme que ne l'imagine la lecture simplement économiciste. Et ceci pourtant sans rendre impossible d'en offrir une vision conceptuellement unifiée, mais à condition bien sûr de disposer d'un concept unificateur, par exemple celui du conatus, cette force désirante au principe de tous les intérêts, ce désir-intérêt au principe de toutes les servitudes. La vie nue et l'argent. Il est vrai cependant que, de tous les désirs dont il fait sa gamme, le capitalisme commence par l'argent, ou plutôt la vie nue, la vie à reproduire. Or, dans une économie décentralisée à travail divisé, la reproduction matérielle passe par l'argent,
Cette médiation-là, le capitalisme ne l'invente pas de toutes pièces. La division du travail et l'échange monétaire marchand, qui en est le corrélat à partir d'un certain seuil d'approfondissement, ont déjà des siècles de lente progression. Le capitalisme hérite de cet étagement de marché formé dans la longue période, mais il ne peut prendre vraiment naissance qu'en fermant radicalement les dernières possibilités d'autoproduction individuelle ou collective, à petite échelle, et en portant à un degré inouï l'hétéronomie matérielle. La dépendance intégrale à la division marchande du travail est sa condition de possibilité. Marx et Polanyi, entre autres, ont abondamment montré comment se sont constituées les conditions de la prolétarisation, notamment par la fermeture des communs, enclosure, ne laissant d'autres possibilités, après avoir organisé le plus complet dénouement des hommes, que la vente de la force de travail sans qualité. On peine un peu de devoir rappeler évidence si triviale, et pourtant il le faut, dans les fabrications contemporaines à base d'enrichissement du travail, de management participatif, d'autonomisation des tâches et autres programmes de réalisation de soi, finissent par faire oublier cette vérité première du rapport salarial, qu'il est d'abord un rapport de dépendance, un rapport entre agents dans lequel l'un détient les conditions de la reproduction matérielle de l'autre, et que, tel est le fond inamovible, l'arrière-plan permanent de tout ce qui pourra s'élaborer par là, dessus. Sans s'y réduire, le rapport salarial n'est possible qu'en faisant de la médiation de l'argent le point de passage obligé, le point de passage exclusif du désir basal de la reproduction matérielle. Comme bon nombre de salariés ne cessent de l'expérimenter, tous les plans successifs que le rapport salarial capitaliste a su monter pour enrichir son décor, plan des intérêts plus raffinés au travail, avancement, socialisation, épanouissement, etc., peuvent à tout instant s'effondrer pour ne laisser seul debout que l'arrière-plan indestructible de la dépendance matérielle, fond brut de la menace jetée sur la vie à nouveau nu. Si la médiation de l'argent est le point de passage obligé, la dépendance aux fournisseurs d'argent est d'emblée inscrite dans les stratégies de la reproduction matérielle et comme sa donnée la plus fondamentale. Or, dans une économie capitaliste, il n'y a que deux fournisseurs d'argent, l'employeur et le financier. Pour le salarié, ce sera l'employeur. Plus tard, éventuellement, le banquier, mais marginalement et sur la foi d'une capacité de remboursement adossée à une rémunération préexistante. Poussée à son dernier degré, l'hétéronomie matérielle, à savoir l'incapacité de pourvoir par soi-même aux réquisites de sa reproduction comme force de travail, et tout simplement comme vie, et la nécessité d'en passer par la division du travail marchande, rendent l'accès à l'argent impératif, et font de l'argent l'objet de désir cardinal, celui qui conditionne tous les autres, ou presque. L'argent est devenu le condensé de tous les biens, écrit Spinoza dans l'un de ses rares passages où il évoque la chose économique. C'est pourquoi d'habitude son image occupe entièrement l'esprit du vulgaire, puisqu'on n'imagine plus guère aucune espèce de joie qui ne soit accompagnée de l'idée de l'argent comme cause. Qu'on n'aille pas croire que Spinoza, par le tranchant de sa formule, s'exclut du lot commun. Avant de faire sa philosophie, il lui fallait polir des lentilles. Citoyen des Provinces-Unies, au sommet de leur puissance économique, il est bien placé pour savoir quelles mutations dans le régime des désirs et des affects collectifs induisent l'approfondissement de la division du travail et l'organisation de la reproduction matérielle sur une base marchande. L'argent, en tant que médiation quasi exclusive des stratégies matérielles, condensée de tous les biens, est devenu l'objet de métadésir, c'est-à-dire le point de passage obligé de tous les autres désirs marchands.
La monnaie rapport, l'argent désir. L'occasion est incidemment donnée de faire la différence conceptuelle entre deux termes, la monnaie et l'argent. Spontanément saisis comme équivalents et dont nul ne voit l'utilité de les dédoubler. Pourquoi deux mots pour une même chose? Pipita Ould Amen, l'une des premières à questionner vraiment cette différence lexicale, y voit très justement l'effet d'appropriation disciplinaire et distinctive. L'argent pour les anthropologues et les sociologues, la monnaie pour les économistes. Et finalement une simple variation de perspective sur ce qui demeure fondamentalement un seul et même objet. On peut cependant prolonger l'analyse et qualifier conceptuellement cette variation de perspective en faisant de la monnaie le nom d'un certain rapport social et de l'argent le nom du désir qui prend naissance sous ce rapport. L'apport décisif des travaux de Michel Aglietta et d'André Orléans aura consisté à défaire les appréhensions substantielles, une valeur intrinsèque, ou fonctionnelle, le moyen commode des échanges, de la monnaie, pour y voir un rapport social, institutionnellement armé et d'une complexité semblable au rapport social capital. La monnaie n'est pas valeur en soi, mais l'opérateur de la valeur. Elle est surtout fondamentalement l'effet d'une croyance collective en l'efficacité de son pouvoir libératoire, puisque chacun, pour accepter le signe monétaire, tire argument de ce que les autres l'acceptent également et réciproquement. La production de cette acceptation commune d'un signe, en définitive parfaitement arbitraire, puisqu'il est en son fond dépourvu de toute valeur intrinsèque, est la question monétaire par excellence. Il faut donc mettre au jour la nature essentiellement fiduciaire de la monnaie, telle qu'elle est restée longtemps masquée par les illusions du fétichisme métallique, pour apercevoir que, hors tout caractère substantiel, elle est fondamentalement d'ordre relationnel, c'est-à-dire à l'échelle de la société entière, un rapport social. Les institutions monétaires n'ont pas d'autre fonction que de produire et reproduire le rapport social de reconnaissance et de confiance partagée, qui, renfermé sur un signe quelconque, l'établit comme moyen de paiement universellement accepté. La monnaie n'est reproduite ou détruite qu'avec ce rapport. C'est pourquoi, loin d'être réductible aux seules interactions bilatérales, elle s'impose, quand elle s'impose, avec la force d'une souveraineté, à l'échelle de la communauté entière, dont elle exprime, d'une certaine manière, la puissance collective. L'argent, c'est la monnaie saisie du côté des sujets. Si la monnaie est le moyen de paiement comme rapport social, l'argent est la monnaie comme objet de désir. Ce condensé de tous les biens, dont il n'est plus guère de joie qui ne soit accompagné de son idée comme cause. L'argent est l'expression subjective, sous l'espèce du désir, du rapport social monétaire. Le rapport social produit l'acceptation commune du signe monétaire et en fait par là, du point de vue des individus, un objet de désir ou de métadésir, puisque l'équivalent général est cet objet particulier qui donne accès à tous les objets de désir matériels. Il faut donc le travail du rapport et de toute son armature institutionnelle pour fournir à l'économie du désir, structurée par la marchandise, l'un de ses attracteurs les plus puissants. On voit bien, et la différence et la complémentarité des registres analytiques respectifs de la monnaie et de l'argent, mécanismes sociaux et institutionnels de production d'une conscience, d'une croyance-confiance, collective d'un côté, sidération du désir individuel de l'autre. Et sans doute faut-il, non pas disqualifier l'un des points de vue par l'autre, mais bien tenir les deux ensemble pour faire le tour complet de l'objet monétaire. Très exactement à la façon dont Bourdieu
récusait la fausse antinomie de l'objectivisme et du subjectivisme. Le premier ne voulant connaître que les structures en tenant pour négligeables les agents supposés en être les simples supports passifs. Le second, ignorant les structures au motif qu'il n'y aurait rien à part le vécu, le sens vécu des individus. Et les deux états est également incapable de penser l'expression des structures dans et par les psychés individuelles, la présence des structures au sein même des sujets, mais sous forme de dispositions, de désirs, de croyances et d'affects. La servitude volontaire n'existe pas. La dépendance à l'objet de désir argent est le roc de l'enrôlement salarial, l'arrière-pensée de tous les contrats de travail, fond de menace connu aussi bien de l'employé que de l'employeur. La mise en mouvement des corps salariés au profit d'eux tire son énergie de la fixation du désir conatus sur l'objet argent dont les structures capitalistes ont établi les employeurs comme seuls pourvoyeurs. Si le premier sens de la domination consiste en la nécessité pour un agent d'en passer par un autre pour accéder à son objet de désir, alors à d'évidence, le rapport social est un rapport de domination. Or, d'une part, l'intensité de la domination est directement proportionnée à l'intensité du désir du dominé, dont le dominant détient la clé. Et d'autre part, l'argent devient l'objet d'un désir-intérêt hiérarchiquement supérieur, celui qui conditionne la poursuite de tous les autres désirs, y compris non matériels, quand l'accumulation primitive a créé les conditions structurelles de l'hétérodomie matérielle radicale et que toute l'évolution ultérieure du capitalisme travaille à l'approfondir davantage. La présupposition première de toute existence humaine, partant de toute histoire, est que les hommes doivent être à même de vivre pour pouvoir faire l'histoire. Mais pour vivre, il faut avant tout boire, manger, se loger, s'habiller et quelque autre chose encore. Dans l'économie monétaire, à travail divisé du capitalisme, il n'y a pas plus impérieux que le désir argent. Par conséquent, pas de plus puissante emprise que celle de l'enrôlement salarial. Il faut manifestement en revenir à ce genre d'évidence pour défaire l'idée de servitude volontaire. Cet oxymore dont l'époque voudrait faire la clé de lecture du rapport salarial et de ses développements manifestement manipulateurs récents. Il est vrai, les plus inquiétants. Est-il possible de dire que la thèse de la Boétie vaut mieux que son titre? Si oui, on pourra ajouter que la chose étonnante tient à la précocité de formulation d'un thème qui concentre avant l'heure toutes les apories de la métaphysique subjectiviste dont est nourrie la pensée individualiste contemporaine, mais aussi la façon pratique dont l'individu se rapporte spontanément à soi. L'individu sujet se croit cet être libre d'arbitre et autonome de volonté, dont les actes sont l'effet de son vouloir souverain. Il pourrait n'être pas serf s'il voulait suffisamment fort l'affranchissement. Par conséquent, s'il l'est, c'est par défaut de volonté. Et sa servitude, à contrario, est volontaire. Sous une telle métaphysique de la subjectivité, la servitude volontaire est vouée à demeurer une insoluble énigme. Comment peut-on vouloir, ainsi, un état notoirement indésirable? À défaut d'un quelconque éclaircissement sur ce mystère, l'évocation de la servitude volontaire, faisant jouer la tension d'une aspiration à la liberté persistant inexplicablement à rester inaccomplie, ne peut avoir d'autre portée que celle, politique, d'un appel à un soulèvement de la conscience. Ce qui n'est déjà pas mal, mais en aucun cas celle d'une compréhension par les causes de cet inaccomplissement. Parmi tant d'autres rapports de domination, le rapport salarial, comme capture d'un certain désir, le désir d'argent des individus s'efforçant en vue de la persévérance matérielle biologique,
expose dans sa nudité le principe réel de l'asservissement, la nécessité et l'intensité d'un désir. Pour revenir de là à l'idée de servitude volontaire restaurée, il faudrait soutenir que nous sommes entièrement maîtres de nos désirs. Le cas du rapport salarial a de ce point de vue la vertu d'indiquer qu'il est des désirs qui ne s'imposent nullement sur le mode du libre choix. Ou alors il faudrait parler de servitude volontaire également à propos de celui à qui on a mis un pistolet sur la tempe et qui obéira à tout le désir puissant de ne pas mourir, capturé, lui et son désir, par son preneur d'otages. Ce sont les structures sociales, celles du rapport de production capitaliste dans le cas salarial, qui configurent les désirs et prédéterminent les stratégies pour les atteindre. Dans les structures de l'hétéronomie matérielle radicale, le désir de persévérer matériellement biologiquement est déterminé comme désir d'argent qui est déterminé comme désir d'emploi salarié. Mais l'exemple salarial, avantageux pour faire apercevoir l'hétéronomie de son désir associé, se retournerait en son contraire si elle était cantonnée à sa particularité. Nul plus que Spinoza ne s'est efforcé de poser l'hétéronomie du désir comme une absolue généralité. Le conatus, force désirante générique et essence même de l'homme, est d'abord, ontologiquement parlant, pur élan, mais sans direction définie. Pour le dire dans les termes de Laurent Bove, il est un désir sans objet. Les objets à poursuivre lui viendront très vite, mais tous désignés du dehors. Car le désir est contracté par la rencontre des choses, leurs souvenirs et leurs associations susceptibles d'être élaborées à partir de ces événements que Spinoza nomme des affections. Le désir dit l'intégralité de la première définition des affects, est l'essence même de l'homme en tant qu'elle est conçue comme déterminée par une quelconque affection d'elle-même à faire quelque chose. La formule n'est pas moins obscure que celle de la persévérance dans l'être, et pourtant dit exactement ce qu'il faut entendre. L'essence de l'homme, qui est puissance d'activité, mais pour ainsi dire générique, et, comme telle, intransitive, force pure de désir, mais ne cherchant pas encore quoi désirer. Ne se fera activité dirigée que par l'effet d'une affection antécédente. Un quelque chose qui lui arrive et la modifie. Une affection qui lui désignera une direction et un objet sur lesquels s'exercer in concreto. Il en résulte un renversement radical de la conception ordinaire du désir comme traction par du désirable préexistant. C'est plutôt la poussée du conatus qui investit les choses et les institue comme objet de désir. Et ces investissements sont entièrement déterminés par le jeu des affects. Une affection, quelque chose qui advient, un affect, l'effet en soi, triste ou joyeux, de l'affection. L'envie de faire quelque chose qui s'ensuit, posséder, fuir, détruire, poursuivre, etc. La vie du désir ne fait qu'élaborer à partir de cette séquence élémentaire. Elle élabore le plus souvent par le jeu de la mémoire et des associations. Car les affectations et les affects qui en ont résulté laissent des traces, plus ou moins profondes, plus ou moins remobilisables. Les anciennes joies ou tristesses, contaminant par connexité de nouveaux objets, ainsi faits objets de désir. Swann ne tombe-t-il pas amoureux d'Odette pour cette seule raison qu'elle lui rappelle une délicate carnation aimée dans une fresque de Botticelli? Et quand le désir ne passe pas ainsi d'un objet à un autre, par association et remémoration, il circule entre les individus qui s'induisent les uns les autres à désirer par le spectacle mutuel de leur élan. Et ceci, moins dans les rapports strictement bilatéraux qu'au travers de médiations essentiellement sociales,
d'où peut d'ailleurs sortir la plus grande variété des émulations de désir. J'aime parce qu'il aime, ou si c'est lui qui aime, alors j'aime moins, ou encore plus, ou je déteste précisément parce qu'il aime. Comme on sait, le goût d'un groupe social peut être le mauvais goût d'un autre, et donc le désir de poursuivre des uns, le désir d'éviter des autres, etc. Mais l'exploration des infinies convolutions de la vie passionnelle selon Spinoza est une affaire en soi, dont le point vraiment important ici souligne la profonde hétéronomie du désir et des affects, gré des rencontres passées et présentes, disposition à remémorer, lier et imiter, formées au long des trajectoires biographiques sociales. Et surtout, rien, absolument rien qui soit de l'ordre d'une volonté autonome, d'un contrôle souverain ou d'une libre autodétermination. Sa vie passionnelle s'impose à l'homme, et il y est enchaîné, pour le meilleur ou pour le pire, au hasard des rencontres réjouissantes ou attristantes, dont lui manque toujours le fin mot, c'est-à-dire la compréhension par les causes réelles. Bien sûr, Spinoza écrit une éthique et trace une trajectoire de libération, qu'il ne revient, au demeurant, à aucune résolution dérisoire d'emprunter. Mais peu nombreux sont les émancipés. En a-t-on seulement jamais rencontré un? Pour le lot commun, le titre de la 4e partie de l'éthique annonce la couleur sans ambiguïté de la servitude humaine ou de la force des affects. Et la première phrase de sa préface de même: j'appelle servitude l'impuissance humaine à diriger et à réprimer les affects. Soumis aux affects, en effet, l'homme ne relève pas de lui-même, mais de sa fortune. L'ordre fortuit des rencontres et les lois de la vie affective au travers desquelles ces rencontres, affections, produisent leurs effets font de l'homme un automate passionnel. Évidemment, toute la pensée individualiste subjectiviste, construite autour de l'idée de la volonté libre comme contrôle souverain de soi, rejette en bloc et avec la dernière énergie ce véridict d'hétéronomie radicale. C'est bien ce rejet qui s'exprime par anticipation chez la Boétie, par quasi-incorporation chez les contemporains, dans l'idée de servitude volontaire, puisque, hors la contrainte dure de la soumission physique, on ne saurait se laisser attacher qu'en l'ayant peu ou prou voulu, et quelque mystérieux que soit voué à demeurer ce vouloir. Contre cette insoluble aporie, Spinoza propose un tout autre mécanisme de l'aliénation. Les véritables chaînes sont celles de nos affects, de nos désirs. La servitude volontaire n'existe pas. Il n'y a que la servitude passionnelle, mais elle est universelle. L'asymétrie de l'initiative monétaire. Que la nécessité de la persévérance matérielle biologique soit vécue sur le mode de la contrainte ou de la corvée, donc en rupture avec les tonalités habituellement prêtées à l'élan désirant et son transport, indique seulement quelle restriction opère spontanément l'expérience commune et, conceptuellement parlant, ne soustrait en rien cette nécessité à l'ordre du désir. Nous nous efforçons bel et bien vers les objets jugés utiles à notre reproduction, et il suffit pour s'en convaincre de voir quel acharnement les hommes y mettent, jusqu'à la violence, quand viennent ces objets à manquer. Pénurie grave, catastrophe naturelle, etc. C'est donc bien sur ce tout premier désir que fait fond l'enrôlement salarial. L'employeur occupant, dans la structure sociale du capitalisme, la position de pourvoyeur d'argent. Il détient la clé du désir basal, hiérarchiquement supérieur, condition de tous les autres. Survivre est, par définition,
les tient dans sa dépendance. On objectera que la situation stratégique de dépendance est bien plus symétrique puisque l'employeur vise lui aussi un certain objet de désir dont l'employé est détenteur, de sa force de travail. De la force de travail, plutôt, que de sa force de travail. Car le déséquilibre entre le nombre des employeurs et des employés, du fait que la production est collective, rend fongible, au moins par classe de compétences, la force de travail. Et, du point de vue de l'employeur, celle-ci, cette force-ci, fera aussi bien l'affaire que celle-là. Aussi, la fongibilité, qui permet à l'employeur de puiser de la force de travail dans la population indifférenciée des employables, est-elle le premier élément ramenant à de modestes proportions la symétrie formelle du capital et du travail sous le rapport de leur dépendance mutuelle. Le second tendant à leur capacité respective à tenir sans l'autre. Lequel des deux peut déférer le plus longtemps possible l'obtention de son objet de désir, détermine celui qui passera sous la domination de l'autre. Or, comme l'attestent indirectement la rareté et la précarité des rébellions salariales, c'est le capital qui a le temps d'attendre. La force de travail individuelle, elle, doit se reproduire tous les jours. La fermeture de son accès à l'argent lui est très rapidement fatale et ne peut être combattue que par l'organisation de formes ou d'autres de solidarité salariale. On peut donc bien constater formellement que les apporteurs de machines n'ont pas moins besoin des apporteurs de travail que les apporteurs de travail des apporteurs de machines pour produire quoi que ce soit. Toute situation stratégique réelle installée par leur rapport, tel qu'il est déterminé par les structures sociales du capitalisme, distord la symétrie première en dépendance et, par conséquent, en domination. Quant à la distribution des agents entre les places de capitalistes et de salariés au sein de la structure sociale du capitalisme, elle se joue très en amont, et là encore, au travers de la question stratégique de l'accès à l'argent. Le capitaliste, fournisseur d'argent du salarié, a lui-même aussi besoin de trouver son propre fournisseur, et même dans des proportions bien plus importantes, puisqu'il doit préfinancer tout le cycle de production, le besoin en fonds de roulement. Le fournisseur d'argent du capitaliste est le banquier. Mais le banquier ne fournit que du levier limité, c'est-à-dire un complément d'endettement à ajouter à un stock de capital propre déjà constitué. C'est la capacité à constituer un tour de table et à réunir une base de fonds propres qui départage les candidats à la position de capitaliste. L'idée de candidature étant d'ailleurs assez mal choisie puisque ceux qui n'en disposent que de leur force de travail et n'ont d'autre accès à l'argent qu'après sa vente, là où précisément il s'agit de se montrer capable de l'avance, sont hors course dès le début. Si l'on entend par finance l'ensemble des mécanismes qui permettent à un agent de temporairement dépenser plus qu'il ne gagne, c'est la capacité d'accéder à l'argent sur le mode non salarial de la finance qui désigne le possible capitaliste. La différence fondamentale tient au fait que, là où le mode salarial de l'accès à l'argent s'effectue sous l'espèce du flux, c'est-à-dire dans des quantités qui permettent de reproduire la force de travail à échéance rapprochée, mais ne permettent pas de voir au-delà de cet horizon temporel borné, le mode financier de l'accès à l'argent s'effectue sous l'espèce du stock, c'est-à-dire avec l'espoir de franchir le seuil critique du processus d'accumulation par la mise en valeur auto-entretenue, le capital croissant de lui-même du fait de sa capacité à dégager du surplus. Et c'est donc, plus qu'à l'argent simple, au capital argent, que le capitaliste a l'accès privilégié. L'antenne douanière des 400 coups, qui, cherchant les moyens de sa reproduction matérielle après avoir rompu avec la famille et l'école, envisage un bref instant de se lancer dans les affaires.
donne à son camarade de fugue le résumé fulgurant des contraintes d'un devenir capitaliste. C'est une question de fric au départ. Proposition synthétique ou s'exprime sous la forme de l'enjeu synthétique, c'est une question de la contrainte de l'accès à l'argent, mais ex ante, sous la forme décisive de l'avance moditaire, au départ, c'est-à-dire comme stock de capital argent, et non pas ex post, comme rémunération d'une force de travail qui consomme l'argent à se reproduire et ne peut voir au-delà. Si bien conscient de la nécessité de disposer préalablement de ce stock, Antoine Doinel, qui, partant de rien, envisage de voler un des meubles du père de son camarade pour le convertir en capital argent, établit par là même cette connexion du stock préalable et du vol initial, et découvre en pratique pour lui, sous la forme du dévoilement pour nous, l'effraction originelle de l'accumulation primitive. Pour le dire à la manière d'une quasi-tautologie ou bien par une métaphore balistique, se lancer, dans les affaires, nécessite un lancement, c'est-à-dire un apport initial, d'argent, d'énergie, qui fait passer le seuil critique, l'équivalent capitaliste de la vitesse de libération. Il en résulte une inégalité fondamentale sous le rapport de la capacité sociale des individus à poursuivre un désir de faire capitaliste. Seuls ceux qui disposent de l'initiative monétaire sous la forme d'un stock, d'argent, peuvent s'y adonner et combiner la réalisation de choses avec leur reproduction matérielle, parfois avec la constitution de la fortune. Les autres demeurent rivés à l'horizon du désir basal, à la pesante de leur reproduction simple, désir qui conditionne tout, mais compte pour rien, puisqu'il n'est que le prérequis à la poursuite de tous les autres désirs jugés supérieurs en accomplissement. Comme si l'ordre du désir, du point de vue des individus, ne commençait véritablement qu'au-delà de la satisfaction de ce désir basal, pour laquelle la seule solution socialement offerte consiste en l'enrôlement salarial. Domination à tous les étages. Le paysage de la domination est cependant moins simple que ne le suggère l'antagonisme bipolaire dont Marx a fait l'analyse. Car le face-à-face d'un patron propriétaire et d'une masse de prolétaires encadrés par quelques contremaîtres a cédé la place à des structures d'entreprise de plus en plus feuilletées du fait de l'approfondissement de la division du travail et de la spécialisation interne. La chaîne hiérarchique y compte un nombre sans cesse accru de niveaux intermédiaires qui diffractent le rapport de domination principale en une myriade de rapports de domination secondaires. À chaque niveau de la chaîne se tiennent des agents qui vivent le rapport salarial sur le mode équivalent, ambivalent, subordonné-subordonnant, puisque chacun est sous les ordres en même temps qu'il a sous ses ordres. Aussi, la forme canonique du rapport opposant un dominant ou un petit nombre de dominants à la masse des dominés éclate-t-elle en une imbrication hiérarchique de dépendance qui dessine une sorte de gradient quasi continu de domination. Si la thèse de la Boétie vaut infiniment mieux que son titre, c'est précisément à ce moment qu'elle le manifeste le mieux. Car mentionner l'idée d'un habitus de la servitude qui conduit des peuples par lente accoutumance à vivre la soumission comme une condition ordinaire, la Boétie insiste surtout sur le jeu des chaînes de dépendance au long desquelles les individus, séparément, sont tenus par leurs intérêts. Du souverain et par cercles concentriques de subordonnés, de rangs successifs jusqu'au plus bas niveau de la hiérarchie sociale, descendent faveurs et avantages, souvent vitaux, au sens symbolique et existentiel dans les strates les plus hautes, au sens matériel dans les strates les plus basses. C'est donc une structure hiérarchique de la servitude que donne à voir la Boétie. Et l'on conçoit mal que son renversement puisse être à la portée d'une quelconque volonté, puisqu'en chacun de ces étages s'exerce une domination d'autant plus intense
que le dominant local est lui-même dominé et rendu aux abois par sa propre dépendance. À l'image de la société tout entière de la Boétie, convergeant vers le souverain, qui est la source ultime de la faveur, et tenue en tous ses étages par le jeu du désir-intérêt, la grande entreprise est un feuilletage hiérarchique structurant la servitude passionnelle de la multitude salariale selon un gradient de dépendance. Chacun veut, et ce qu'il veut est conditionné par l'aval de son supérieur, lui-même s'efforçant en vue de son propre vouloir auquel il subordonne son subordonné. Chaîne montante de dépendance à laquelle correspond une chaîne descendante d'instrumentalisation. On pourrait dire de Norbert Elias qu'il est à sa manière un continuateur de la Boétie. En tout cas, l'idée de chaîne de dépendance tient dans sa pensée une place tout à fait centrale. C'est même de leur allongement et de leur intensification, expression de l'approfondissement de la division du travail et de la densification de la vie sociale, que naissent les principales incitations à réguler les comportements individuels, à les décourager de céder aux explosions colériques violentes, à les contraindre à la contention et au calcul. Car rompre avec éclat est maintenant le plus sûr moyen de perdre les biens convoités. Puisque c'est rompre avec celui ou ceux par qui passe la poursuite de ces biens. Le compromis et l'arbitrage intemporels sont les schèmes d'action lentement incorporés par apprentissage dans ce nouveau contexte relationnel caractérisé par l'étirement des médiations stratégiques. Médiation stratégique signifie ici que le chemin est de moins en moins direct du sujet désirant à l'objet désiré, et qu'il passe par des intermédiaires de plus en plus nombreux, dont chacun doit être honoré, ou au moins managé. Il faut incidemment se garder de comprendre l'idée de stratégie en un sens ouvertement réfléchi et calculateur. Évidemment, il ne faut pas l'exclure non plus. Mais si l'on décide d'appeler stratégique l'ensemble des actions concaténées pour parvenir à une fin désirée, alors il faut accorder que ces concaténations peuvent tout aussi bien être le produit de manières de faire incorporées au point de ne plus être réfléchies et de jouer sur des modes quasi automatiques. Cela même que Bourdieu appelle l'habitus. Par stratégique, il faut donc entendre, plus fondamentalement, la logique même du désir, et l'ensemble des façons dont il fraye ses voies. Que ces façons procèdent du calcul posé ou bien de la conduite par les affects. Et Laurent Bove ne commet aucune contradiction en parlant de stratégie du conatus, alors même que la philosophie spinoziste de l'action rompt radicalement avec le modèle de la décision calculatoire souveraine, tout en étant fort capable de l'inclure, mais comme l'un de ces cas très particuliers, d'ailleurs nullement dérogatoire, contrairement à une lecture superficielle, à la logique d'ensemble de la vie passionnelle. Pression ambiante et remontée de la violence, contrainte actionnariale et concurrence. L'architecture hiérarchique de la dépendance salariale est hautement sensible aux pressions environnantes et l'intensité des rapports locaux de domination varie avec celle de ces contraintes extérieures. Si dans un premier temps, et par extension, on tient pour extérieure la pression qui naît du sommet même de la chaîne hiérarchique, toute intensification en ce lieu descend en cascade le long de la structure dont tous les étages se mettent successivement sous tension. À chaque échelon, le désir de conserver l'avantage de sa position n'est satisfait qu'au prix d'un effort supplémentaire réclamé par l'échelon supérieur. Toute chose égale par ailleurs, la probabilité d'y satisfaire diminue. L'injonction venue d'en haut, en se propageant dans l'épaisseur de la structure, diffuse par là même un affect de crainte. Cette tristesse inconstante naît de l'idée d'une chose future ou passée, dont l'issue est en sorte
est en quelque mesure incertaine pour nous. Crainte et espoir sont par construction l'arrière-plan quasi permanent du désir dès lors que la prise n'est pas immédiate et que le temps qui sépare l'objet ouvre nécessairement, du point de vue de l'argent, quelques incertitudes. Cette tension temporelle du désir donne à la poursuite sa coloration passionnelle ambivalente. Fluctatio animi, flottement de l'âme, dit Spinoza. Puisque l'affect joyeux de l'espoir, obtenir, est logiquement accompagné de l'affect triste de la crainte, manquer. Les conditions externes dans lesquelles les individus poursuivent leurs désirs déterminent la balance de l'espoir et de la crainte, et la tonalité affective dominante qui accompagne leur effort. Le désir de l'avantage salarial s'environne de crainte lorsque l'obtention de cet avantage est conditionnée par des stratégies de probabilité décroissante, comme atteindre tel objectif intermédiaire dont la portée semble de plus en plus lointaine. La combinaison de l'intensité maintenue du désir, pour le salarié, l'accès à l'argent est toujours aussi impérieux et l'abandon n'est pas une option, et de la difficulté croissante de ces conditions de réalisation est génératrice d'une tension dont l'affect triste de crainte est le principe. Or, comme tous les affects tristes, celui-ci induit du conatus un surplus d'activité pour s'en défaire. Plus grande est la tristesse, plus grande est la puissance d'agir par lequel l'homme s'efforce de lutter contre la tristesse. Cette situation passionnelle, déterminée par la structure générale du rapport d'enrôlement salarial et par les conditions ambiantes dans lesquelles ce rapport s'effectue, s'impose sans appel à l'agent et lui prescrit tous ses efforts, déployés avec une intensité proportionnelle à celle du désir directeur. Or, l'intensification des mouvements de puissance conative dans un contexte général de domination et d'instrumentalisation a nécessairement pour corrélat un relèvement du niveau de violence exercé sur les autres, ceux que chacun a la possibilité de dominer, instrumenter, aussi bien d'ailleurs que sur soi-même. Le choc actionnarial, c'est-à-dire l'exigence venue d'en haut de dégager une rentabilité des capitaux propres sans comparaison avec les normes antérieures du capitalisme fordien, offre un exemple type de la propagation de violence qui peut résulter de la mise sous tension de la chaîne de dépendance salariale au sein de l'organisation. Le brutal relèvement, simplement quantitatif, de ces objectifs intermédiaires est à soi seul une cause suffisante d'intensification des rapports d'instrumentalisation et de leur violence intrinsèque. L'organisation hiérarchique de la division du travail véhicule l'impulsion d'un bout à l'autre de la chaîne de dépendance, au long de laquelle l'abstraction économique et de la rentabilité se convertit en violence concrète. Le désir directeur de la rentabilité financière y est réexprimé en objectif désir intermédiaire pour chacun des échelons, descendant du sommet à la base, et, en sens inverse, le produit capté des efforts remonte pour se totaliser sous la forme du gain de productivité globale, aussitôt converti en rendement pour l'actionnaire. Le degré auquel l'impulsion venue d'en haut évite les pertes en ligne et conserve son pouvoir de mobilisation en traversant l'épaisseur de l'organisation dépend à la fois des agencements internes de celle-ci et de la surdétermination par les conditions extérieures. Les uns et les autres ont pour effet, et parfois pour finalité, d'élever la sanction de l'échec et, partant, d'ajouter à la crainte, donc à la puissance d'agir réactionnelle déployée par les individus. Ainsi, par exemple, de ces transformations managériales qui brisent les possibilités de résistance collective et abandonnent les salariés à des objectifs écrasants sous des contraintes de surveillance individuelle, entre parenthèses reporting, sans échappatoire, ou bien qui organisent la mise en concurrence interne et précarisent les individus par la menace du déclassement, voire de l'éviction. Ainsi également du contexte concurrentiel externe qui ajoute sa contribution propre à tous ces effets en aiguisant toutes les luttes de persévérance. L'entreprise, dans son ensemble, lutte pour se maintenir et, sous le désir de ses dirigeants intéressés au premier chef,
s'impose le degré de mobilisation requis par la nécessité pour résister à l'écrasement par les compétiteurs. Mais elle peut aussi exporter ses propres contraintes et tirer parti de la concurrence que se font les autres entreprises situées sous sa dépendance, ses sous-traitants. Car, de la même manière que l'intérieur de l'organisation constituée comme chaîne hiérarchique, l'extérieur des relations inter-entreprises se trouve selon des chaînes de dépendance économique. La violence des rapports de domination qui passent par les relations de sous-traitance ne le cède en rien à celle des autres rapports économiques, comme le savent de connaissances pratiques les dirigeants des firmes de second rang, ne vivant que de se trouver dans l'orbite d'un ou quelques donneurs d'ordre. Grand donneur d'ordre. Rapport marchand pur, à la différence du rapport salarial dont le droit spécifique s'est précisément construit en rupture avec le droit commun des contrats. Rapport marchand pur, le rapport de sous-traitance mis sous tension concurrentielle jette les organisations les unes contre les autres avec une violence qui est le reflet des enjeux vitaux que revêtent pour elles la conservation de leurs grands contrats. Dans une illustration presque canonique du conatus comme effort de persévérance dans l'être, les organisations ici luttent pour ne pas disparaître. C'est dire l'intensité qu'elles peuvent y mettre. L'hypostase de l'organisation, elle, renvoyant, en fait, en premier lieu, au conatus des dirigeants. Violence interne et violence externe ne cessent alors de passer l'une dans l'autre. D'une part, l'organisation prise dans des rapports de concurrence agressive retraduit en mobilisation interne cette contrainte externe, la lutte avec les autres organisations passant par la mise sous tension de ses propres salariés. Et d'autre part, la mise sous tension interne conduit ceux des salariés qui le peuvent à activer la mise sous tension externe. Ainsi, par exemple, des départements achats qui répercutent au dehors leurs propres contraintes de gain de productivité. À cet égard, il faut entendre le témoignage d'un ancien dirigeant de PME dont la parole se délie d'avoir pris une retraite précoce et dorée, et qui raconte les procédés de ses donneurs d'ordre. En voyant à dessein de jeunes cadres fraîchement recrutés et fraîchement installés, d'autant plus vulnérables, donc d'autant plus susceptibles d'exercer la violence économique, pour exiger, avec une brutalité dont ce témoin garde le souvenir traumatique, des baisses de prix réalisant la confiscation par le donneur d'ordre de la quasi-totalité des gains de productivité du sous-traitant. Mais qui ne connaît pas aujourd'hui les affres des sous-traitants de la grande distribution, ou des agriculteurs confrontés à l'industrie agroalimentaire? Ainsi les agents, individuels ou collectifs, pris dans des rapports de dépendance et placés dans la situation d'avoir à défendre des intérêts vitaux, la survie économique pour les entreprises, la survie dans l'emploi pour les salariés, sont-ils logiquement conduits à chercher par tous les moyens à externaliser la plus grande part de l'effort qui leur est demandé en reportant la contrainte sur tous ceux qui se trouvent eux-mêmes en leur dépendance. Toutes ces données de structure, la contrainte actionnariale, la concurrence, les déréglementations du marché du travail, les transformations managériales de l'organisation, ont pour effet de modifier la situation passionnelle des agents et l'intensité avec laquelle ils luttent pour leur objet de désir. La violence se propage donc le long des chaînes de dépendance, aussi bien intra qu'inter-entreprises, portée par la radicalisation des enjeux auxquels sont confrontés les agents du fait de l'intensification des pressions ambiantes, et selon l'implacable logique qui veut que les violences exercées soient proportionnelles aux violences subies. Mobilisation joyeuse et aliénation marchande. Si la question est celle de la mobilisation, au sens le plus littéral de savoir ce qui fait mouvoir les corps, c'est-à-dire ce qui induit les énergies des conatus à faire ceci ou cela et avec quelle intensité, il faut accorder que le paysage passionnel du capitalisme est bien plus diversifié que ce qui vient d'être montré.
Le saisir dans toute la variété de ses affects n'est pas seulement dû à une sorte de morale de l'analyse, mais surtout à la compréhension des causes qui font durer le capitalisme, dont on pourrait dire, d'une certaine manière, que lui aussi manifeste une étonnante tendance à persévérer dans son être. Si les salariés se tiennent au rapport d'enrôlement que leur impose la structure sociale du capitalisme, et défèrent à des sommations productives de plus en plus hautes, ça n'est pas seulement sous l'effet de la contrainte et de la violence organisationnelle, mais également parce qu'ils y trouvent parfois un certain compte, c'est-à-dire des occasions de joie. Entre, à l'évidence, dans ce compte, et comme son tout premier élément, la satisfaction du désir basal, celui de la reproduction matérielle par l'accès à l'argent dans une économie monétaire à travail divisé. Recouverte par l'habitude et diminuée par toutes ses contreparties pénibles, l'obtention du salaire n'en est pas moins le moment joyeux du rapport salarial. Il faut prendre le concept de joie avec une certaine froideur analytique, c'est-à-dire en le débarrassant de toutes les idées de transport, de plénitude ou d'allégresse qu'on lui associe communément. La joie est susceptible de toutes les intensités, parfois très basses, associées à des choses très ordinaires, ou encore perdue dans un complexe d'affects plus large où elle est plus difficilement isolable, jusqu'à passer inaperçue. Défaite de toutes ces connotations d'effervescence et d'enthousiasme, on peut donc bien dire qu'est cause de joie l'obtention de l'argent qui permet la satisfaction du désir basal, mais comme l'est d'avoir la vie sauve dans le rapport d'esclavage. Or, il entre dans les causes de la longévité du capitalisme d'avoir su enrichir le complexe passionnel du rapport salarial et notamment d'y avoir fait entrer d'autres occasions de joie plus franches. La plus évidemment connue tient au développement de la consommation. De tous les facteurs de reconduction des rapports de dépendance salariale, l'aliénation marchande, en ses effets caractéristiques, est sans doute l'un des plus puissants. Quoique par contentement, dans un registre très étroit, la prolifération des objets marchands offre au désir une démultiplication sans limite de ses points d'application. Et il faut atteindre le stade de la consommation de masse pour que l'énoncé spinoziste selon lequel on n'imagine plus guère aucune espèce de joie qui ne soit accompagnée de l'idée de l'argent comme cause, reçoive sa pleine dimension. L'habileté suprême du capitalisme, dont l'époque fordienne sous ce rapport aura été décisive, aura donc consisté à susciter par l'offre élargie de marchandises et la solvabilisation de la demande ce réagencement de désir par lequel désormais l'image de l'argent occupe entièrement l'esprit du vulgaire. Puissance inouïe de fixation du désir, la marchandise porte à un plus haut niveau la dépendance salariale, mais en l'accompagnant désormais des affects joyeux de l'acquisition monétaire. Aussi, son déploiement à une échelle sans précédent compte-t-il parmi les grandes réussites du capitalisme, dont la force conative, pour ainsi dire, se démontre à sa capacité d'engendrer lui-même ses propres conditions de persévérance. L'accès élargi à la marchandise, dont il faut redire ce qu'il doit à des transformations structurelles historiques, résumées par la théorie de la régulation sous le nom de Fordisme, a durci, par la captation de toutes les forces du désir d'objet, une sorte de point de renoncement au renversement du capitalisme. Il n'est que de voir
l'habileté élémentaire du discours de défense de l'ordre établi à dissocier les figures du consommateur et du salarié pour induire les individus à s'identifier à la première exclusivement et à faire retomber la seconde dans l'ordre des considérations accessoires. Tout est fait pour prendre les agents par les affects joyeux de la consommation en justifiant toutes les transformations contemporaines, de l'allongement de la durée du travail, qui permet aux magasins d'ouvrir le dimanche, jusqu'aux déréglementations concurrentielles qui font baisser les prix, par adresse au seul consommateur en eux. La construction européenne a porté cette stratégie à son plus haut point de perfection en réalisant l'éviction quasi complète du droit social par le droit de la concurrence, conçu et affirmé comme le plus grand service susceptible d'être rendu aux individus, en fait comme la seule façon de servir véritablement leur bien-être, mais sous leur identité sociale de consommateurs seulement. Il faudrait mettre ce point d'aboutissement en perspective historique et, là encore, le rapporter à la réussite historique du Fordisme, à qui décidément l'on doit la surrection de cette figure du consommateur émergée de celle du salarié, pour finir par s'y substituer presque complètement, en tout cas dans le discours majoritaire, mais aussi d'une certaine manière dans les psychés individuelles qui pratiquent en cette matière des formes parfois stupéfiantes de compartimentage. Car les médiations qui mènent du travail salarié de chacun à ces objets de consommation sont si étirées et si complexes que tout favorise cette déconnexion. Et nul ou presque ne fait le lien entre ce qu'il reçoit comme avantage en tant que consommateur et ce qu'il souffre de suggestions supplémentaires en tant que salarié. Et ceci notamment du fait que les objets consommés ont été produits par d'autres, ignorés ou trop éloignés, pour que leurs suggestions salariales viennent à la conscience du consommateur et puissent faire écho aux siennes propres. Tout le système du désir marchand, marketing, médias, publicité, appareils de diffusion de normes de consommation, œuvre donc à la consolidation de la soumission des individus aux rapports centraux du capitalisme, puisque le salariat apparaît comme la solution au problème de la reproduction matérielle non seulement unique, mais d'autant plus attirante que le spectre des objets offerts aux appétits d'acquisition s'élargit indéfiniment. L'aliénation joyeuse à la marchandise va si loin qu'elle accepte même de se charger de quelques affects tristes, ceux de l'entendement par exemple, quand les objets désirés sont hors de portée du revenu courant et néanmoins offerts à la tentation par le mécanisme du crédit, par quoi la dépendance salariale se trouve redoublée par la contrainte des remboursements futurs. Comme on sait, il n'est pas de mécanisme de socialisation salariale plus puissant que l'emprunt immobilier des jeunes installés, rivés à la nécessité de l'emploi pour 20 ans. On peut se faire une idée de l'intensité de cette fixation à considérer la part qu'aura prise la fascination de l'opulence au rejet des socialismes réels. Le miroitement de la marchandise induisant des forces de désir converties en adhésion au capitalisme, et ceci, quelles que soient les désillusions qui s'en sont suivies. Et l'on peut douter de la viabilité passionnelle de long terme d'une formation sociale qui, isolément, ferait le choix, par exemple sur le mode de la décroissance, d'une réduction volontariste de ses aspirations matérielles, mais resterait exposée aux images de l'entassement des objets chez ses voisins et par conséquent à toutes les stimulations de l'imitation du désir. Ceci étant dit non pas pour en conclure à l'impossibilité de la bifurcation décroissante, mais pour en souligner les exigeantes conditions de possibilité passionnelle et la nécessité où elle se trouve de se construire préalablement un imaginaire, c'est-à-dire une herméneutique affective et désirante du monde refait à neuf. L'enrôlement comme alignement.
La configuration passionnelle de la mobilisation salariale, structurellement déterminée, est donc sujette à transformation historique, précisément du fait de cette détermination par les structures et parce que les structures sont plongées dans l'histoire. Ainsi, le premier régime de mobilisation par l'aiguillon de la faim, celui que Marx étudie et qui fait jouer à l'os le désir basal de la reproduction matérielle biologique, a cédé la place au régime fordien de la mobilisation par l'aliénation marchande joyeuse et l'accès élargi à la consommation. Tout porte à croire que ce régime, à son tour, connaît une mutation profonde du fait du renouvellement des méthodes managériales de l'enrôlement et des susceptibilités affectives qu'elles sont capables d'exploiter. La situation passionnelle du salariat s'en trouve sensiblement enrichie, avec pour effet de déjouer les schèmes anciens de la critique anticapitaliste, ou bien de donner une occasion de s'égarer plus encore dans les apories de la servitude volontaire. La diffraction du rapport de dépendance tout au long de la structure hiérarchique de l'entreprise brouillait déjà considérablement le paysage originel de la domination capitaliste. Le cas bâtard du contremaître, salarié lui-même mais délégataire de l'autorité patronale, a très tôt perturbé la représentation canonique pure du face-à-face capital-travail. Au fur et à mesure de l'approfondissement de la division du travail dans l'organisation, cette perturbation est devenue généralisée. Il n'y a pas jusqu'aux plus hauts dirigeants de l'entreprise qui ne soient des salariés. La difficulté a été identifiée de longue date par la théorie marxiste, mais sans pour autant trouver de réponse vraiment satisfaisante, faute peut-être de renouveler la bonne question, à savoir comment certains salariés en viennent-ils à faire cause commune avec le capital? Pourquoi marchent-ils avec lui? Que les salariés se mettent en mouvement pour leur désir d'objet marchand, au moins c'est pour eux seulement qu'ils le font, mais qu'ils entrent dans un rapport actif, et parfois joyeux, de collaboration, et se dépensent délibérément pour le capital, est, prima facie, un mystère moins aisément compréhensible. En tout cas, c'est bien la réussite suprême du point de vue du patronat, comme puissance au relent d'autres puissances. Car, génériquement parlant, la mobilisation est l'affaire de collinéarité. Il s'agit d'aligner le désir des enrôlés sur le désir maître. Dit autrement, si le conatus à enrôler est une force allante d'une certaine intensité, il s'agit de lui donner sa bonne direction, c'est-à-dire une direction conforme à la direction du conatus patronal, que celui-ci soit un individu ou une organisation. S'il est question de direction et d'alignement, la métaphore vectorielle est adéquate. Un vecteur V est défini par une direction dans l'espace et une intensité qu'on note norme du vecteur V et qui est un nombre réel positif. L'enrôlement d'un conatus pour l'autre peut alors être analogiquement envisagé comme le produit scalaire de leurs deux vecteurs associés, soit vecteur D multiplié par vecteur grand D, avec grand D le désir maître et petit d le conatus enrôlé. Le produit scalaire des deux vecteurs est le produit de leurs intensités fois le cosinus de l'angle alpha qu'ils forment l'un avec l'autre. Vecteur d fois grand vecteur d égale norme de petit vecteur d fois norme de grand vecteur d fois cosinus de alpha. La composition des conatus voit donc son intensité résultante diminuer de la dérive, puisque le cosinus d'un angle est toujours inférieur à 1, ou du désalignement de leurs vecteurs respectifs figurés par l'angle alpha. Voir figure 1 ci-dessous. Seule la composante vecteur D1 de vecteur D est utile au vecteur maître D. Utile signifiant ici aligné, c'est-à-dire s'efforçant dans la même direction.
Or, cette composante utile a pour intensité, géométriquement pour longueur, norme de D1 égale norme de D fois cosinus alpha, qui est inférieure à norme du vecteur D. Le cosinus de l'angle alpha est donc la mesure de la déperdition qui vient de l'imparfaite collinéarité des deux vecteurs conatus. On peut dire par conséquent qu'un conatus se laisse enrôler à proportion de son degré de collinéarité. Lorsque les deux efforts sont orthogonaux, l'angle que font vecteur D et vecteur grand D est droit, son cosinus nul et la déperdition totale. Le conatus est maximalement rétif et ne se laisse aucune possibilité de capture au désir-mètre. Lorsque l'angle est nul, le cosinus est égal à 1, la collinéarité parfaite et l'alignement intégral. Le désir enrôlé vit entièrement pour le désir-mètre. Alpha égale 0. Dans l'espace multidimensionnel des objets de désir, les vecteurs conatus individuels spontanément fixent leurs coordonnées, c'est-à-dire les multiples directions dans lesquelles ils s'efforcent selon certaines intensités. De cette donnée découle pour chacun l'angle alpha, qui, compte tenu des contraintes structurelles, notamment celles qui pèsent sur sa reproduction matérielle, indique ses inclinations, directions, idiosyncratiques, et mesure quelle part de sa puissance d'agir le patron vecteur grand D pourra capter et quelle lui échappera. L'angle alpha, c'est le clinamen du conatus individuel, son désalignement spontané d'avec les finalités de l'entreprise, son hétérogénéité persistante au désir-mètre, et son sinus, qui correspond à la composante orthogonale D2, la mesure de ce qui ne se laissera pas capturer. Réduire la dérive, parfaire l'alignement. Voilà a contrario l'idée fixe patronale. Celle du patron capitaliste bien sûr, mais plus largement du patron général, figure même d'un désir-maître, c'est-à-dire d'un enrôleur, et ceci quelle que soit la nature de son entreprise, son objet de désir. L'obsession de l'alignement, qui n'est autre que le désir de faire des puissances enrôlées le fidèle prolongement de sa puissance propre, est particulièrement visible dans les petites entreprises capitalistes où le patron est au contact quotidien de son employé et le surveille en trouvant qu'il n'en fait pas assez bien, pas assez vite. C'est-à-dire qui se voit en son employé, fait de lui une extension de soi, un quasi-tenant-lieu, à qui donc il prête directement son propre désir, et ne comprend pas que ce désir soit si mal servi par celui dont il a fait imaginairement et, par une sorte de métadésir, un alter ego. Le métadésir d'aligner les enrôlés au service de son désir est le métadésir de la communication intégrale du désir maître, le fantasme d'autre que soi refait identique à soi. Et si la grande entreprise fait disparaître ces occasions de contact interpersonnel direct qui contribuent tant au fantasme, non pas de fusion, mais plutôt d'absorption des enrôlés en l'enrôleur, elle en garde cependant quelque chose au travers de maximes édifiantes typiques, comme celle qui fait dire au patron général qu'il est exigeant avec les autres comme avec soi-même. Adage aveuglé d'égocentrisme conatif qui transfigure en vertu morale les projections de son seul désir, son désir fait, désir maître, et dont il exprime qu'il voudrait que les autres le fassent intégralement leur. Comme si la géométrie de l'effort aligné était déposée dans le langage, le vocabulaire commun ne se trompe pas, qui donne au désir maître le nom de directeur. Et c'est bien de cela qu'il s'agit en effet, orienter les vecteurs conatus dans certaines directions. L'aiguillon de la fin, ou la promesse de la consommation élargie,
ont été les deux premiers mécanismes de production de l'alignement des conatus enrôlés sur le vecteur du conatus patronal capitaliste. Il faut croire que l'un comme l'autre ne sont pas parvenus à l'idéal de la collinéarisation parfaite, puisque le capitalisme éprouve le besoin, depuis quelques décennies, de changer de méthode. Disons immédiatement que s'il change de méthode, c'est d'abord parce qu'il change d'ambition. Car les alphas résiduels dont il s'accommodait jusqu'ici lui sont devenus intolérables. L'entreprise néolibérale a jugé que alpha était toujours trop grand. Elle veut maintenant alpha égale 0. Alpha égale 0 correspond très exactement à ce qu'un nombre croissant de travaux de sociologie des organisations mettent au jour sous la forme d'un projet de mobilisation totale des individus au service de l'entreprise. En première approximation, il est possible de mettre ce projet de l'enrôlement total au compte de deux évolutions des structures du capitalisme. La première réside dans les transformations de la finance qui ont fait émerger le pouvoir actionnarial et dans la dérégulation concurrentielle des marchés de biens et services. L'une et l'autre, en synergie, basculant le rapport de force capital-travail en défaveur du second et à un point tel que le premier se sent autorisé à tout demander sans que se dresse devant lui quelque force significative qui pourrait l'en dissuader. Il n'est, pour donner une idée, et presque une mesure, de cette hégémonie du capital sous contrôle actionnarial, que de constater en moyenne période la dérive de ces revendications sur la valeur ajoutée, estimée directement d'après la part des dividendes dans le PIB, ou indirectement par les taux de rentabilité des fonds propres exigés par les entreprises du CAC 40. La seconde de ces évolutions tient plutôt à la transformation des tâches productives, où entrent aussi bien les exigences de l'économie de service, notamment relationnelles et dispositionnelles, que les formes de créativité requises par des rythmes d'innovation soutenus dont les stratégies de compétitivité font leur arme principale. Or, toutes ces tâches à contours flous rompent avec les tâches déterminées et délimitées de l'entreprise fordienne, telles que, de fait, elles fixaient assez précisément le quantum de puissance d'agir à mobiliser, tolérant donc que le reste lui échappe. La conjonction des pressions productives sans fin, particulièrement du fait d'objectifs de rentabilité financière en constant relèvement et de l'indétermination relative des tâches, ouvre la perspective de l'engagement illimité de soi pour des salariés appelés à entrer dans le régime de la vocation totale. Faute de spécifier une liste d'actions bien définie à accomplir, comme le faisait la production fordienne, l'entreprise néolibérale entend désormais conformer les désirs et les dispositions qui font faire les actions. Intensification de la crainte. Aussi bien dans l'ordre de la captation quantitative, part de PIB, rentabilité financière, que dans celui de la captation qualitative, mobilisation des salariés, le capitalisme néolibéral a basculé dans le délire de l'illimité. Il est vrai que l'illimitation entre dans le concept même du conatus capitaliste, sauf la régulation externe du contrariement par des forces opposées, à part quoi la puissance économique veut sa propre augmentation sans fin. Le délire de l'illimité du capital est donc en premier lieu un symptôme stratégique, l'indice d'un certain paysage de force, et notamment de l'état des forces de résistance, plus précisément de leur inexistence. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner que les conatus capitalistes poussent indéfiniment leur avantage, puisqu'ils ne cesseront de le faire que du moment où une force contraire et supérieure à la leur les en convaincra. Ce paysage des forces n'est autre que celui des structures de la configuration contemporaine du capitalisme.
car seules les structures et la position des agents au sein des structures déterminent la distribution des ressources de pouvoir. Le terme, s'il est parlant, n'étant pas idéalement choisi puisqu'il donne une connotation substantielle à ce qui est entièrement un effet relationnel. Toujours est-il que l'équilibre du rapport capital-travail est sensiblement déplacé selon qu'il s'analyse à l'intérieur d'une configuration du capitalisme fordienne, dans laquelle la contrainte de compétitivité est modérée par des barrières commerciales, les délimitations sont à peu près impossibles du fait du régime de contrôle des investissements directs, la contrainte actionnariale est inexistante, bourse croupion, forte protection capitalistique par des réseaux de participation croisés, contrôle des capitaux des mouvements internationaux de capitaux, la politique économique est orientée vers la croissance et l'emploi, du fait d'un régime de croissance relativement autocentré, ou bien selon que la libéralisation des marchés de biens et services déchaîne les pressions concurrentielles entre les systèmes socioproductifs à standards fortement hétérogènes, les investissements directs, eux aussi libéralisés, autorisent toutes les délocalisations, la contrainte actionnariale est devenue intense, et la politique économique est majoritairement réorientée vers l'objectif de maîtrise de l'inflation. D'une configuration structurelle à l'autre, le rapport de puissance entre capital et travail est modifié du tout au tout, puisque le travail voit s'effondrer les unes après les autres toutes les barrières qui retenaient la poussée du capital vers son plus grand avantage. Comment, dans ces conditions, ce dernier ne tirerait-il pas le profit maximum de la situation stratégique qui lui est ainsi faite dans la nouvelle configuration, qu'il n'a d'ailleurs pas peu contribué à façonner lui-même en réclamant et obtenant les transformations adéquates. Très logiquement, tant qu'il ne rencontre pas de résistance, le capital avance. Sans être représentative, tout en étant significative, les pointes extrêmes de ces avancées en disent long sur le sentiment de permission qui s'est emparé de lui et témoignent de cette sorte d'ivresse qui vient doser tout ce qui était autrefois retenu et dont l'idée n'était d'ailleurs même pas formée. Fermer un site en France, non parce qu'il est déficitaire, mais parce qu'il est insuffisamment rentable, en s'acquittant formellement d'une obligation de proposition de reclassement, en Hongrie ou en Roumanie, à 300 € par mois, fait partie de ces choses qui sans doute continuent de choquer l'opinion publique, mais que le capital n'hésite plus à s'autoriser. L'opprobre est un risque qui peut être couru d'un cœur cynique et léger, car l'opprobre demeure sans force. Pour l'heure en tout cas. La facilité du capital à accepter de s'en couvrir exprime crûment une certaine situation stratégique où il a outrageusement le dessus, mais ajoute également à une forme de provocation et d'arrogance, index fiable de l'idée, en fait assez juste, qu'il se fait de sa propre puissance. Ces épisodes maximaux, cependant, ne doivent pas cacher l'ordinaire à bas bruit de sa domination quotidienne et notamment l'intensification des pratiques de colinéarisation. Puisqu'elle est nécessitée par les contraintes extérieures, et en fait puisque tout est permis par ces mêmes contraintes, la colinéarisation peut abandonner son ancienne tolérance pour les déviations résiduelles et se donner, au moins pour idéal, l'objectif du parfait alignement des conatus enrôlés. À l'évidence, une part de ce suralignement provient directement d'une radicalisation du gouvernement patronal par la crainte que toutes les structures et la conjoncture de chômage de masse qu'elle engendre rendent plus facile que jamais. Les menaces permanentes de la délocalisation, du plan social et in fine de la perte d'emploi ne font que jouer de l'affect princeps du rapport salarial, celui de la dépendance monétaire et de la perte des conditions de reproduction de la vie matérielle, mais en le portant à des intensités inconnues depuis longtemps et qui permettent d'obtenir des salariés, mais par la crainte, un supplément d'assujettissement
et de mobilisation productive sous la forme paradoxale que Thomas Coutreau nomme la coopération forcée. La liquidité, le fantasme du désir-maître capitaliste. Le chantage à la reproduction matérielle, cette forme particulière de l'affect de crainte qui, dans le monde salarial, prend la forme canonique de la menace à l'emploi, n'a atteint ce niveau d'intensité que parce que s'est opéré dans le monde de l'entreprise un basculement normatif au terme duquel le licenciement, euphémisé comme ajustement des effectifs, ou qu'on pense tout de même à la signification littérale de l'expression plan social, est devenu une pratique de gestion courante. Il n'y a pas de morale autonome et la vertu des agents s'établit au voisinage de leurs intérêts à la vertu, soit que le comportement vertueux apparaisse directement profitable, soit qu'il ne s'avère pas trop coûteux. Si donc la retenue fordienne du licenciement pouvait apparaître comme une norme morale, c'est surtout parce que les structures et la conjoncture de ces structures offraient suffisamment de stabilité pour dispenser des ajustements par les effectifs et rendaient donc très abordable le beau geste patronal du maintien de l'emploi. Qu'il n'ait été le produit d'aucune intention morale n'empêche pas ce régime d'emploi d'avoir pris la signification d'une quasi-norme morale, selon laquelle priver les salariés de des conditions de leur reproduction matérielle est trop grave pour pouvoir faire l'objet d'une décision stratégique purement économique, voire d'en faire le levier délibérément instrumenté d'un rapport de force global. Il faudrait évidemment une singulière naïveté pour imaginer que le patronat fordien est resté étranger à l'idée de la porte pour ceux qui ne sont pas contents. Mais la situation florissante du marché du travail et la facilité à retrouver un emploi faisant perdre à la menace ses conséquences dramatiques, le fait de la stabilité économique, a pris la consistance d'une norme. La réduction des salariés au dénouement matériel est une impossibilité, positif et normatif confondus. Le malentendu inscrit dans cette confusion de fait pour les uns, vécue comme norme par les autres, éclate au grand jour lorsque se modifient les structures économiques et que la déréglementation généralisée soumet les entreprises à de nouvelles contraintes, retournées par elles comme autant de possibilités stratégiques dans le rapport de force du capital et du travail. Le fait nouveau de la transformation néolibérale et de son régime d'ajustement propre prend alors le sens d'une rupture de la norme. Le licenciement n'est plus l'interdit que l'opinion commune avait cru, ou s'était aventuré à croire. Rompant la norme ancienne, telle qu'elle pouvait passer pour une norme morale, la brutalité du chantage à la reproduction matérielle, devenue pratique courante, devient la nouvelle norme. Mais une norme pratique amoralisée n'exprimant plus qu'un rapport de force nu où les uns ont toutes les cartes en main et les autres aucune. Le pouvoir du capital d'amener les puissances d'agir salariales à son entreprise, mais par les affects tristes de la crainte, est le signe d'une libéralisation du désir-maître, tel qu'il ne se sent plus retenu par rien et se voit capable de toutes les impositions unilatérales. Cette sorte de tyrannie, il faut le répéter, trouve ses conditions de possibilité dans le nouvel état des structures économiques du capitalisme déréglementé, mais trouve surtout un modèle, on pourrait même dire un paradigme, dans le désir-maître particulier du capital financier sous la forme de la liquidité. Comprise comme possibilité de sortir à tout instant d'un marché d'actifs, possibilité permise par la certitude de trouver une contrepartie, un acheteur, et par des volumes d'activité tels que la transaction de sortie, la vente des titres, sera absorbée par le marché sans variation de prix significative, la liquidité est une promesse de réversibilité parfaite offerte à l'investissement financier. Elle représente la forme minimale de l'engagement puisque,
À l'inverse de l'investissement en capital industriel qui immobilise durablement le capital argent, la prise de participation sous la forme de la détention de titres financiers de propriété, actions, peut instantanément être annulée par un simple ordre de vente faisant retour au cash. C'est bien pourquoi l'unique mot de liquidité renvoie simultanément à une propriété d'un marché financier et à l'argent même, comme équivalent général auquel ladite propriété permet de retourner à la demande. La liquidité financière fait alors doublement paradigme, d'une part comme accès à l'argent, équivalent général et objet de métadésir marchand, et d'autre part comme modèle de réversibilité totale. Keynes, en son temps, avait déjà perçu le caractère fondamentalement antisocial de la liquidité comme refus de tout engagement durable et le désir du désir de maintenir en permanence toutes ses options ouvertes, c'est-à-dire de n'avoir jamais à compter avec l'autre. La parfaite flexibilité comme affirmation unilatérale du désir qui s'engage en sachant pouvoir se désengager, qui investit sous la garantie de pouvoir désinvestir, ou qui embauche avec l'idée de pouvoir débaucher, ad libitum, est le fantasme d'un individualisme poussé jusque dans cette dernière conséquence, le point d'imaginaire de toute une époque. Jadis cantonné à la seule sphère des marchés d'actifs, et comme l'une de leurs propriétés très spécifiques, le schème de la liquidité en déborde irrésistiblement et se répand dans la société capitaliste tout entière, évidemment surtout à l'usage de ceux qui sont en position d'affirmer leur désir comme désir maître. Même si aucun marché, notamment celui du travail, ne saurait atteindre le degré de flexibilité-réversibilité du marché financier, la liquidité fait point de mire et pousse les désirs maîtres à obtenir les transformations de structure qui leur permettront de s'en rapprocher autant qu'ils le peuvent. La thèse patronale que le chômage ne baisserait qu'à la condition d'affranchir intégralement les licenciements de tout encadrement réglementaire en est l'expression la plus typique. Or, il faut entendre dans cette thèse le métadésir de jouir de toutes les conditions institutionnelles permettant la poursuite sans restriction du désir, une sorte de mai 68 pour patron, qui constitue peut-être le groupe social à l'avoir pris le plus au sérieux, eux jouissent sans entrave. Et tel est bien également le message subliminal de la théorie des marchés de concurrence pure et parfaite. Tout doit pouvoir s'ajuster instantanément. Mais s'ajuster à quoi? S'ajuster aux variations des désirs maîtres, car telle est la vie passionnelle en environnement incertain, fluctuante et susceptible de réorientation permanente, comme propriété permettant l'incorporation en temps réel des informations et le remaniement instantané de la composition d'un portefeuille qui en résulte. La liquidité stricto sensu, financière, se donne une signification lato sensu, comme droit inconditionnel du désir. Tyrannie et terreur. Dans le paradigme implicite de la liquidité, le désir maître ne tolère plus aucune restriction de ses mouvements stratégiques et prend très au sérieux l'idée de n'avoir plus à compter avec l'autre. Licencier ad notum, par exemple, doit devenir une possibilité naturelle, comprendre d'une légitimité évidente, comme le désir, par l'égocentrisme foncier du conatus, est porté à trouver naturels tous ses réquisites, puisque ce sont les siens. Les désirs maîtres veulent ignorer que cette revendication-là ne peut être universalisée. Mais qu'importe, toutes les structures présentes du capitalisme leur permettent de lui faire droit. Rien ne retient plus l'imposition unilatérale, pas même, entre parenthèses, surtout pas, les régulations morales ou réputationnelles, comme l'attestent les joyeuses outrances auxquelles se livre le capital. L'égocentrisme du conatus, quand il jouit d'une asymétrie de puissance favorable, va nécessairement à l'abus. Car il ne s'agit pas d'un désir isolé, poursuivant ses objets par ses propres moyens, mais d'un désir maître, c'est-à-dire
engagé dans des relations avec d'autres puissances d'agir que la sienne, dans des collaborations auxquelles il veut donner la forme de la subordination. Si les structures qui organisent cette relation hiérarchique déplacent le rapport de puissance jusqu'à ne plus rien retenir des mouvements de la puissance dominante et lui autoriser toutes les affirmations unilatérales, la domination devient tyrannie. Opposera-t-on, contre les abus de langage dont elle est souvent l'objet, que la tyrannie, entre guillemets, désir de domination hors de son ordre, fermez guillemets, consiste à, entre guillemets, vouloir par une autre voie ce qu'on ne peut avoir que par une autre. Ferme les guillemets. Ouvrez guillemets. Je suis beau, donc on doit me craindre. Je suis fort, donc on doit m'aimer. Fermez les guillemets. Et que, pour être despotique, le désir maître capitaliste ne sort pas de son ordre. Ce serait oublier que, entre guillemets, l'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie. Fermez les guillemets également. Cette, ouvrez les guillemets, non-dépendance, fermez les guillemets, qui n'est évidemment pas une non-relation, puisque le souverain tyran, l'un de, entre guillemets, l'unité, est toujours le patron de la multitude et le capteur de sa puissance. Cette, entre guillemets, non-dépendance, donc, a pour sens l'imposition unilatérale du désir de l'un à la multitude. L'enrôlement, sans plus égard, la soumission à un bon vouloir maître, entre guillemets, indépendant, partant sans limite, ni aucune idée de compromis. Caligula appelle les patriciens, entre guillemets, ma chérie, et les fait courir autour de sa litière. L'envie de ridiculiser n'entre pas dans le désir patronal capitaliste, qui, de ce point de vue, en effet, ne sort pas de son ordre puisque ces instrumentalisations des enrôlés répondent toujours à la même et unique fin de l'accumulation. Mais le degré inédit auquel il pousse l'ignorance de la maxime kantienne de ne pas utiliser autrui comme moyen et le projet de la subordination sans limite des autrui aux réquisites de son entreprise sont bien sous cette définition de, entre guillemets, l'unité indépendante, fermez guillemets, les indices d'un devenir tyrannique. L'adoption patronale du fantasme de la liquidité, la recherche de l'ajustement instantané parfait à ces réquisites de désir maître, se combine au rehaussement indéfini des objectifs de productivité pour mettre les enrôlés sous des tensions inouïes. Dans un contexte où l'arrière-plan d'un chômage de masse et l'affaiblissement des règles de licenciement rendent la menace à la reproduction matérielle permanente. La liquéfaction de la force de travail est bien le projet du désir maître capitaliste à l'époque néolibérale, projet de rendre le volume de l'emploi global aussi fluide, réversible et facilement ajustable que les éléments d'un portefeuille d'actifs financiers, avec, inévitablement pour effet, du côté des enrôlés, l'entrée dans un monde d'incertitude extrême. L'accommodation différentielle des aléas économiques offre d'ailleurs un raccourci éloquent sur le basculement du rapport de force capital-travail. La réservation d'une part de revenus pour le capital n'était-elle pas originellement justifiée par le portage du risque, les salariés abandonnant une part de la valeur ajoutée comme une rémunération fixe, donc soustraite aux aléas du marché. Or, le désir du capital est maintenant doté par le nouvel état des structures de suffisamment de latitude stratégique pour ne même plus vouloir supporter le poids de la cyclicité et en reporter l'ajustement par le salariat qui en était pourtant constitutivement exonéré. Contre toute logique, c'est à la masse salariale qu'il incombe désormais d'accommoder les fluctuations de l'activité, ce qui reste de marge de négociation n'étant plus consacré qu'à établir le partage de cet ajustement entre ralentissement des salaires, intensification de l'effort et réduction des effectifs. On mesure à ce genre de transfert le déplacement d'un rapport de puissance et l'émancipation d'un désir que plus rien ne retient. La réduction à l'attente passive des commandements d'un désir maître
devenu tyrannique, plonge le salariat dans un monde de terreur. Entre guillemets, tu as l'air de mauvaise humeur. Serait-ce parce que j'ai fait mourir ton fils? Ferme les guillemets, demande Caligula à l'Épidus, lequel, entre parenthèses et entre guillemets, la gorge serrée, précise la Diascalie, fermez la parenthèse, ne se trouve pas d'autre choix que de répondre, entre guillemets, mais non Caius, bien au contraire, fermez les guillemets. Sans doute l'entreprise néolibérale n'en est-elle pas là. Et pourtant, au dire même d'un ancien cadre dirigeant d'une grande entreprise, qu'on attendrait davantage porter à l'apologie du système qui l'a plutôt bien traité, tous les jours, des salariés vont au travail, entre guillemets, la peur au ventre.